Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. Bonjour Bernard. Bonjour Fabien. Toujours dans notre série des musiques électroacoustiques, de la composition. Aujourd'hui, on va parler des Beatles et de la musique électroacoustique. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur le sujet? On a déjà parlé un peu de Sgt. Pepper's, mais... Qu'est-ce que je peux vous raconter? Bien évidemment, je peux vous parler de ce fameux Revolution No. 9, qui était dans le double album blanc, comme on dit, et qui est une pure musique électroacoustique. En fait, d'ailleurs, cette pièce, elle n'est pas complètement des Beatles, puisqu'elle a été composée uniquement la nuit dans les studios d'Abbey Road par John Lennon et Yoko Ono. Et c'est surtout Yoko qui avait connaissance des courants d'art très contemporains et qui a poussé d'une certaine manière John Lennon à aller dans cette direction. Donc là, il y a un vrai travail de musique électroacoustique. Et c'est le seul, finalement. Et justement, c'est pas complètement le seul. Et je me souviens que quand j'étais lycéen, par exemple, il y avait une revue complètement intello que j'essayais de lire avec difficulté et qui s'appelait Musique en jeu. Et j'étais tombé sur un article de Luciano Berio, donc Luciano Berio, compositeur de musique électroacoustique italien. Et ce compositeur-là venait d'écouter un album des Beatles qui s'appelait Revolver, qui s'appelle toujours Revolver. Oui, ça n'a pas changé. Et dans ce disque, il disait, c'est incroyable, le nombre de manipulations techniques, le nombre de traitements électroacoustiques qui sont là, des séquences enregistrées à l'endroit et placées dans la musique à l'envers, jouées à la guitare, mais faites de son à l'envers. Je me souviens qu'il s'était arrêté sur une pièce même très classique qui s'appelle 401, et il disait, il y a là une véritable leçon de musique. Alors, toutes ces questions sont amusantes parce que dans cette époque-là, il y avait une véritable scission, une rupture entre les musiques dites populaires et les musiques prétendues savantes. Et en fait, cette coupure, elle était souvent plus liée à l'attitude des gens des musiques savantes. Mais les gens des musiques populaires, eux, s'en inquiétaient pas beaucoup. On parlait de Sgt. Pepper's, par exemple. Si vous regardez tout en haut de la pochette, il y a un type qui est comme ça et qui regarde tout le monde en dessous. Ce type-là, c'est Stockhausen. Ah. Donc... ah oui, donc il y avait quand même... oui, et Paul McCartney allait très souvent à des concerts de musique très contemporaine, et il avait une véritable connaissance de certains de ces compositeurs-là. Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a jamais la photo de McCartney sur les couvertures de disques de Stockhausen. Donc en fait, l'ouverture, elle était d'un côté, mais elle n'était pas forcément des deux côtés. Alors justement, ce Number 9, comment il a été perçu dans le milieu d'électroacoustique? Est-ce que ça a été bien reçu, on les a au contraire un peu méprisés? Non, on a fait mine de ne pas s'y intéresser. Est-ce que c'était une bonne composition finalement, ce Number 9? Pour l'époque, c'est pas si mal. Pour l'époque, c'est pas si mal, et on y retrouve d'ailleurs à peu près toutes les manipulations qui sont pratiquées sur la bande magnétique à l'époque. Le fameux Number 9 qui tourne, c'est une boucle. Et on a très souvent dit que l'origine des musiques concrètes, c'est la découverte du sillon fermé et de la boucle. Et on y entend le filtrage, et on y entend des sons à l'envers, et on y entend en fait un très grand nombre des manipulations qui sont faites très régulièrement à cette époque-là dans les musiques électroacoustiques. Mais surtout, on a là une musique qui s'intéresse au son. La différence qu'il y a entre Revolution No. 9 et peut-être le courant général des musiques électroacoustiques à l'époque, c'est que Revolution No. 9 est une musique qu'on appellerait maintenant anecdotique. C'est-à-dire on y entend des scènes de la vie, on y entend des fragments de musique, et on y entend des espaces sonores et des lieux oniriques et des choses comme ça. Ça, c'est pas forcément le domaine esthétique dans lequel se plaçaient les musiques savantes. Et dans la culture pop, comment ça a été perçu ce morceau? C'était un ovni? C'était un ovni. Alors là, au contraire, oui, c'était un véritable ovni. Mais toujours dans ce même disque, Sgt. Pepper's, il y a des moments qui sont purement électroacoustiques, comme
comme cette espèce de fausse valse qu'on entend dans For the Benefit of Mr. Kite, par exemple, ou ce travail sur le son qui est fait dans A Day in a Life. Mais ce travail avait commencé déjà avec Revolver, qui était le disque précédent, et s'est poursuivi dans les disques suivants. D'accord. Et au niveau du studio, donc les Beatles ont aussi initié pas mal de techniques. Est-ce que, enfin, il se dit que c'est eux qui ont inventé le fameux bounce pour rapatrier le son d'un magnétophone sur un autre pour gagner des pistes? Ben voilà, cette idée de faire du tracking, c'est tout simplement quand on pense justement que le chef-d'œuvre Sgt. Pepper's a été réalisé avec un magnétophone Studer 4 pistes. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment, et très rapidement, les 4 pistes étaient pleines, et donc il fallait prendre 3 pistes pour les envoyer sur une seule, et puis continuer comme ça à rapatrier les sons. Alors il y a beaucoup de trouvailles de studio qui ont été faites effectivement par les Beatles et par Geoff Emerick, qui était leur preneur de son, ingénieur du son, et qui s'arrachait les cheveux pour trouver des réponses techniques aux questions qui lui étaient posées. D'accord. Bah, écoute Bernard, merci pour cet éclairage sur les Beatles. Alors, on pourrait en dire beaucoup. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.